Aujourd'hui on va parler lecture, allez on y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo, on va parler lecture. Alors on est, aujourd'hui je vous tourne cette vidéo, je crois qu'on est 1er octobre, vendredi, c'est le jour où je vous mettrai cette vidéo en ligne. J'avais pas de vidéo à vous mettre en ligne et puis je me suis dit la vidéo lecture est à faire, donc on y va, c'est parti. Donc vidéo lecture, la dernière que je vous ai fait c'était pour les lectures de juin et juillet. Ça remonte, ça fait 2 mois maintenant. Juin, juillet, août et septembre, ouais ça fait, là c'est les lectures d'août et septembre. Je vous avouerai que pendant le mois d'août, j'ai beaucoup moins lu, je sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est l'été, qu'on profite plus de l'extérieur, etc. Quoique je lis beaucoup dans mon lit le soir. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup moins lu et écoutez, voilà, tout simplement, j'ai beaucoup moins lu. Et puis là, j'en ai 4 à vous proposer. Alors il y en a 3 où j'ai beaucoup aimé et le 4e, je l'ai pas terminé parce que je n'y arrive pas. Je pense que c'est pas le moment où il y a... Enfin, je vais vous expliquer tout ça. On va commencer par le bas qui blesse. C'est celui-ci. Donc le livre c'est Nous sommes les étoiles de Rohan Coleman. C'est celui-ci. Voilà. Donc je vous en avais parlé, la version en partenariat avec la maison d'édition qui est Hauteville. Voilà, donc ce livre, qu'est-ce qu'il dit? Alors j'étais tellement occupée par la tristesse, la peur, la colère que je n'avais jamais le temps d'être heureuse, joyeuse, chanceuse. Mais ce soir je me sens chanceuse. Vraiment j'ai l'impression d'être la fille la plus chanceuse du monde. Infirmière de nuit, Stella côtoie de nombreux patients en fin de vie. Pour leur apporter un peu de sérénité, elle les aide à écrire une lettre à la personne de leur choix qu'elle ne poste qu'après leur décès. Déclaration d'amour, confession, Stella voit défiler une infinité d'instants de vie. Son dévouement lui permet d'oublier le chagrin qui pèse sur son foyer. Depuis qu'il est rentré de la guerre, son mari gravement blessé s'est replié sur sa douleur. À l'hôpital, Stella se lie d'amitié avec une jeune patiente atteinte de mucoviscidose, Hope, passe son temps à lire dans sa chambre malgré les encouragements de son meilleur ami qui l'incite à profiter de sa jeunesse tant qu'il en est encore temps. Et si, en lui venant en aide, Stella renouait elle aussi avec la joie de vivre. Donc le Sunday Express dit profondément émouvante, cette histoire d'amour et de résilience pleine d'humanité laissera son empreinte et en vous, bien après la dernière page, le Good House Skipping dit les fans de Jojo Moyes vont adorer et Jenny Colgan dit une émouvante et merveilleuse ode à la vie. Alors, j'ai lu jusqu'au chapitre 9 à peu près. Donc en fait c'est un roman qui s'écrit de 2 façons différentes. Donc vous avez un chapitre et à la fin du chapitre vous avez la lettre que Stella a pu écrire pour la personne qui est en fin de vie. Alors ce livre est très poignant, il est très touchant. Par contre, je pense qu'il faut le lire à un moment où on est bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans son esprit, qu'on n'a pas de soucis, voilà, que tout va bien, parce que je vous avouerai que c'est pas évident de lire des lettres de patients en fin de vie comme ça, de lire de se prendre des choses comme ça en pleine tête, et c'est pas forcément évident. Donc celui-ci, je l'ai pas fini. Je le laisse de côté, je le reprendrai à un autre moment de ma vie qui sera plus cool pour moi, etc. Mais c'est vrai que là en août, bref, on a tous nos vies et nos trucs différents et nos soucis de vie, etc. En août j'avais pas la tête à ça et puis voilà. Donc celui-ci franchement, si vous aimez ce style de lecture, lisez-le parce que j'ai bien aimé les premiers moments, mais je vous avouerai qu'il y a un moment où je me suis dit mais à chaque fois que je vais me coucher j'ai la boule au ventre de lire la suite et c'est pas possible. Donc voilà, ce livre il est très bien, mais sincèrement faites attention si vous n'êtes pas bien dans votre tête, etc. Ne le lisez pas à ce moment là, ou si c'est vraiment votre type de lecture, n'hésitez pas parce qu'il est plutôt bien. Donc moi je laisse de côté, je le reprendrai à un autre moment, mais pour l'instant j'arrête. Voilà. Ensuite, tous les livres dont je vous parle seront en barre d'infos pour celles que ça intéresse. Celui-ci c'est de Sophie Brocasse, Camping-Car. Celui-ci. Alors celui-ci j'ai beaucoup aimé. Donc ces 3 sexagénaires décident de faire une virée en camping-car. Malgré une longue amitié et une confiance mutuelle indéfectible, des non-dits se sont installés entre eux. Au fil de la route et de quelques péripéties cocasses, les langues se délient et l'humour ramène chaque chose à sa juste place. Touchant, drôle et toujours profond, ce road trip à la française est une ode à l'amitié masculine. Donc Sophie Brocasse est une personne qui travaille au service de l'État et après le succès du Cercle des femmes et de Camping-Car, son 3e roman, Le baiser, est paru aux éditions J'ai lu. Donc le Parisien dit Camping-Car opère à cœur ouvert des corps pas encore fatigués, des désirs encore vibrants mais désormais contraints de jouer au fond de cour. L'Express dit une fine auscultation de la jante féminine tout y est. Et attendez, j'ai une étiquette qui est sur le dernier truc. Femme actuelle. Ah, j'arrive pas à décoller l'étiquette comme il faut.
Femme actuelle dit que d'esprit et d'humour dans ce petit bijou, un vrai bonheur. Alors j'ai franchement adoré ce livre. Alors je payais pas quoi que ce soit sur ce livre à la base, mais je sais pas, le fait que ça parle de 3 hommes, 3 sexagénaires qui voilà, ça m'a interpellée, puis je me suis dit plonge ton nez dedans et franchement j'ai adoré, j'avais qu'une hâte le soir, c'était d'aller me coucher pour pouvoir continuer la lecture. Donc dans ce livre on retrouve 3 amies dans laquelle on va découvrir les vies petit à petit au fil des chapitres. Il y a un chapitre qui est constitué, enfin qui est pour l'un, un chapitre qui est pour l'autre et un autre chapitre qui est pour le troisième, et on va voir un petit peu leur histoire de vie, de leur adolescence, de leur enfance, etc. On va tout nous raconter et on va raconter aussi leur histoire actuelle avec les changements qui peuvent s'opérer dans les vies quand on part à la retraite ou quand on est trop vieux et qu'on se fait licencier malheureusement à quelques années de la retraite, ou quand il y a des choses qui se passent dans la vie au niveau personnel, que ce soit après des années de mariage, le fait de se retrouver avec une personne qui vous fait... malgré tout l'amour que vous portez à votre compagnon ou à votre compagne, ça vous fait mettre le doute. Vous savez plus trop, et puis par moment, comme le dit, je sais plus les prénoms des trucs parce que ça fait un moment que je l'ai lu, mais comme le dit un des personnages du roman, quand on a 60 ans et qu'on est un homme, il y a des moments on a envie de, ou quand on est une femme d'ailleurs, ça fait des années qu'on est marié, ça fait des années qu'on est comme ça, la vie, la routine a pris le dessus, et puis on se dit que quand quelqu'un nous regarde un petit peu et puis qui s'intéresse à nous, etc., on se laisse peut-être un petit peu envoûté par tout ça, et on se dit par moment que c'est pas forcément bien de le faire, mais on le fait, et puis après on a des remords, des regrets, etc. Enfin voilà, désolée pour le bruit du téléphone. J'espère que ça va pas recommencer, sinon j'irai le couper. Voilà, donc franchement plein de choses dans ce livre. Ça parle vraiment de la soixantaine, de tout ce qu'on peut rencontrer à la soixantaine, mais aussi d'une grosse histoire d'amitié entre ces 3 personnes. Et il y a vraiment un gros fond d'amitié et de ce qu'on peut faire ou pas faire pour des amis dans ce roman. Et franchement je l'ai beaucoup aimé. Donc voilà, Camping-Car de Sophie Brocasse, je vous le recommande, il est vraiment bien. Ensuite, celui-ci, Né sous une bonne étoile d'Aurélie Vallogne. Alors Aurélie Vallogne, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que c'est une autrice que j'ai découverte grâce à mon papa qui a dévoré ses livres avant son décès, et franchement ce bouquin je l'ai adoré également. Donc dans celui-ci on nous dit: à l'école il y a des bons élèves et il y a Gustave. Depuis son radiateur au fond de la classe, ce jeune rêveur observe les oiseaux dans la cour. Le garçon aimerait rapporter des bonnes notes à sa mère, mais ce sont surtout les convocations du directeur qu'il collectionne. Pourtant Gustave est travailleur, il passe plus de temps sur ses devoirs que la plupart de ses camarades, mais contrairement à eux ou à Joséphine, sa grande sœur Pimbèche est première de la classe, les leçons ne rentrent pas. Pire, certains professeurs commencent à le prendre en grippe. À force d'entendre qu'il est un cancre, Gustave finit par s'en convaincre, sans imaginer qu'une rencontre peut changer parfois le cours des choses. Donc voilà, à travers l'histoire de Gus, beaucoup se retrouveront dans le magazine Elle, et le Dauphin est libéré, met une hymne à l'espoir et à la ténacité. Donc voilà, Aurélie Vallogne, voilà, je vous n'en fais pas tout un tralala. Si vous lisez les livres d'Aurélie Vallogne, vous savez sa façon d'écrire, sa façon très poignante de vous dire les choses, sa façon très réelle aussi de parler. Donc dans ce livre, on va retrouver Gustave, sa petite sœur Joséphine, sa maman et son papa. Donc on va suivre Gustave de toute sa scolarité en fait jusque l'âge adulte. Et clairement, on va voir que y a des enfants dans la vie qui... sans être des cancres, sans être des personnes qui ne sont pas intelligents ni quoi que ce soit, n'arrivent pas avec l'école, voilà, ont des problèmes avec l'école, et ça pose problème parce que, si vous voulez, malgré tout J'avais laissé sa chance à mon téléphone, il n'a pas prise, donc j'ai été le couper. Donc je disais, malgré toute la bonne volonté que Gustave va pouvoir mettre dans ses études pour essayer de rapporter des bonnes notes à sa maman pour la rendre heureuse et pour faire les choses bien, ça marche pas. Ça marche pas, Gustave n'y arrive pas, il fait tout ce qu'il peut mais il n'y a rien à faire, malgré que sa sœur qui est une très bonne élève, malgré que sa sœur n'a quasiment pas à travailler pour amener des bonnes notes, lui il peut travailler, il n'y arrive pas, et c'est assez compliqué parce que voilà,
pour un enfant, c'est pas évident de travailler à fond et de ramener toujours des mauvaises notes et de ramener toujours des mauvais mots, etc. Mais en fait, Gustave est un rêveur et c'est vrai que par moment, au lieu d'écouter le professeur, il regarde par la fenêtre parce qu'il adore les oiseaux. Donc voilà, il regarde un petit peu les oiseaux, il regarde les écureuils dans les arbres, il regarde tout ça et c'est pas forcément bon, mais clairement, Gustave, il y arrive pas, quoi. L'école, c'est pas fait pour lui. Il y a des enfants comme ça, l'école, c'est pas fait pour eux. Et il va tomber sur une professeure qui va croire en lui, qui va tout faire pour lui prouver qu'il n'est pas le cancre qu'il croit. Et vous verrez la suite, je vais pas vous dire tout, mais à la fin, franchement, la fin est assez surprenante. Donc voilà, j'aime bien ce livre aussi parce qu'il parle un petit peu des professeurs qui croient en leur métier. Qui ont envie de tout faire pour qu'un enfant se sente bien dans leur classe, qui ont envie de tout faire pour que tout se passe bien. Et on parle aussi de l'inverse, des professeurs qui sont peut-être blasés par leur boulot, qui n'en ont plus rien à faire et qui n'ont plus forcément envie de faire ce qu'ils font et qui pour eux, un enfant qui suit pas, ils s'en foutent royalement, quoi. Donc voilà, franchement ce livre il est très très bien. Si vous êtes professeur, vous pouvez le lire parce que je pense que ça peut éveiller certaines choses chez vous. Et si vous avez un enfant qui est un petit peu compliqué à la maison, vous pouvez compliquer à la maison dans le sens où il n'y arrive pas à l'école malgré que vous savez qu'il a un potentiel. N'hésitez pas à lire non plus parce que franchement il est vraiment génial. Alors là on va parler de ceci, Guillaume Musso. Oui, très rare, c'est le premier Musso que je crois dont je vous parle. La vie est un roman. Alors ce bouquin, je vous avouerai que ça fait un petit moment que j'ai envie de le lire depuis qu'il est sorti. Je crois que ça fait bien 2-3 ans qu'il est sorti ce bouquin. Parce qu'on m'avait dit que en fait c'était un peu une histoire de vie de Musso, enfin je sais pas quoi. Il y avait un truc comme ça qui m'avait interpellée à l'époque. Et puis Guillaume Musso, je sais pas, ça m'a jamais branché. Malgré que je sais que Guillaume Musso est un très très bon auteur français. Mais je vous avouerai que Guillaume Musso, ça m'a jamais attiré plus que ça. D'ailleurs, je suis sur un groupe de lecture sur Facebook. Et il y a une des personnes qui a dit qu'elle n'était pas attirée par les lectures de Guillaume Musso. Mais par contre, son frère, alors je ne sais plus le prénom. J'essaierai de vous mettre un lien en barre d'infos du nom de son frère. Il écrivait aussi très très bien. Donc j'essaierai d'aller voir ça, on verra bien. Donc dans La vie est un roman, on nous dit: un jour d'avril, ma fille de 3 ans, Carrie, a disparu alors que nous jouions toutes les deux à cache-cache dans mon appartement de Brooklyn. Ainsi débute le récit de Flora Conway. Romancière renommée à la discrétion légendaire, la disparition de Carrie n'a aucune explication. L'enquête de police n'a rien donné. Au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, un écrivain au cœur broyé se terre dans une maison délabrée. Lui seul détient la clé du mystère et Flora va le débusquer. À nul autre pareil, en 3 actes et 2 coups de théâtre, Guillaume Musso nous immerge dans une histoire étourdissante qui puise sa force dans le pouvoir des livres et la rage de vivre de ses personnages. Comment vous expliquer ce livre? Ce livre, il est complètement déstabilisant pour le lecteur. En fait, ce livre, il est fait en... Moi, je vous aurais dit 2 parties, mais eux, ils disent 3. Donc, on va dire 3. Ouais, on va dire 3. Donc, dans la première partie de ce roman, vous allez avoir, que je vous dise pas de bêtises, vous allez avoir le roman, tout simplement, de Guillaume Musso. Donc il va parler de Flora Conway et de sa fille Carrie. Donc voilà, il parle de la vie de Flora Conway, il parle de sa fille Carrie, il parle de la vie d'une autrice, hein, tout simplement. Voilà, qu'elle a reçu un prix, etc. Qu'elle veut pas aller recevoir le prix, que c'est son auditrice qui va aller recevoir le prix à sa place parce que Flora ne veut pas se faire voir, etc. Elle veut pas entendre parler de d'autres choses. Elle veut rester dans son monde, écrire, mais ne pas forcément avoir un accès assez lecteur, etc. Et Flora joue en cache-cache avec sa fille un jour en rentrant de l'école et dans un grand appartement dans Brooklyn. Appartement où toutes les fenêtres sont condamnées, où la porte est fermée et elle ne retrouve pas sa fille. Voilà, sa fille a disparu. On ne sait pas ce qu'elle est devenue, sa fille a disparu. Tout ce qu'elle peut retrouver de sa fille, c'est un chausson dans l'entrée. En sachant que tout était fermé, elle a cherché sa fille partout dans l'appartement, elle ne le retrouve pas. Donc elle décide d'appeler les gendarmes, enfin la police tout simplement, hein, parce que les gendarmes c'est plus français. Elle décide d'appeler la police et ils font une enquête, mais ils ne savent absolument pas où est passée la petite fille de 3 ans. Donc tout démarre de là, donc voilà, on fait un truc, et tout d'un coup, chloup, deuxième acte du bouquin, on se retrouve avec l'auteur. Alors attendez, je recherche son prénom. Et tout à coup, on se retrouve dans le deuxième acte qui s'appelle un personnage de roman romain, enfin de roman avec un i à l'intérieur, donc de romain.
Et on retrouve l'auteur de ce qui a été écrit en premier, voilà, qui s'appelle Romain Ozorski. Et on va nous raconter l'histoire de Romain Ozorski tout en faisant entrer Flora Conway, donc le personnage de son roman, dans la vie de cet auteur. C'est assez troublant, je vous avouerai que c'est assez troublant, c'est complètement déroutant, mais c'est plutôt sympa, ouais. Parce qu'en fait, dans le premier acte, comme une pièce de théâtre, en fait, on suit Flora. Et puis tout d'un coup, pam, rideau tombe et on change complètement d'univers, on revient en France et on se retrouve avec Romain qui est l'auteur de ce qu'on a lu avant et qui va se retrouver confronté au personnage de son roman qui a envie Romain vit pas mal de choses parce qu'il est en divorce avec sa femme, elle veut prendre son fils, etc. pour partir vivre aux États-Unis et le personnage de son roman va rentrer dans sa vie pour essayer de faire revenir sa fille. Enfin, c'est une histoire rocambolesque, je vais pas aller plus loin parce que je veux pas vous dévoiler tout le truc, mais franchement, ce roman, il est vraiment déstabilisant. Mais il est vraiment bien. C'est pas le style de roman que j'ai l'habitude de lire, mais franchement j'ai adoré et j'avais qu'une envie le soir, c'était d'aller me coucher. Comme je vous dis toujours, quand j'ai envie d'aller me coucher le soir quand je lis un livre, c'est que vraiment le livre m'attire. Et là franchement la fin est complètement déroutante et voilà quoi. N'hésitez pas à lire parce que franchement La vie est un roman de Guillaume Musso, il est très surprenant. Donc voilà un petit peu pour mes lectures de ces mois de août et septembre. J'espère que ça vous aura plu. Là je suis en train de lire en ce moment Les Victorieuses, c'est par l'auteur de La Tresse. Je ne sais pas si vous avez lu La Tresse, mais si vous n'avez pas lu La Tresse, lisez-le. Je vous remettrai un lien en barre d'infos pour celles que ça intéresserait. Et franchement, Les Victorieuses, son deuxième roman, je crois, il est juste génial. Faut que je regarde si elle en a pas fait d'autres parce que franchement, je suis accro à cette autrice également. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un excellent week-end puisque je la tourne vendredi et que je vais vous la poster vendredi à 17h30. Je vais me caler au montage tout de suite parce qu'il est quelle heure? Il est 15h. Ça ira, c'est assez court à monter ces choses-là. Donc voilà, je me cale au montage tout de suite. Vous l'aurez à 17h30. Je vous souhaite un excellent week-end, qu'il soit sous le soleil ou sous la pluie. Mais pour moi, je pense que ça va être sous la pluie parce que il ne s'annonce pas beau pour le week-end. En tout cas, profitez de la vie, profitez des gens que vous aimez, profitez d'un moment entre amis, en famille, avec votre compagnon, avec vos enfants. N'hésitez pas à profiter d'eux. Et puis, je vous fais à toutes et à tous plein de bisous. Et je vous souhaite un excellent week-end. À lundi.